celui qui a vraiment faim et qui veut vraiment créer son business, le meilleur conseil, c'est de tenter. C'est de tenter, ne pas avoir peur. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, qui se disent ah, j'ai pas beaucoup de temps, ah, je vois pas l'intérêt. Et au final, le temps on l'a, hein. Le temps passé sur les réseaux sociaux, sur TikTok, à rien faire, c'est bête, mais voilà, on a le temps de créer des projets, de tenter. Au pire, si ça marche pas, on aura tenté. Bienvenue sur le podcast Sans filtre. Aujourd'hui, on reçoit Léo, fondateur de Sneakify. On va parler beaucoup de sneakers et d'autres projets. Donc, surtout pensez à vous abonner, liker, commenter, c'est hyper important pour nous. Et puis, je vais te poser deux questions directement. Dis-nous qui tu es et ce que tu fais brièvement. Ouais, écoute, moi c'est Léo, j'ai 21 ans et j'ai fondé Sneakify et d'autres projets liés aux sneakers, l'entrepreneuriat en général, le conseil en ligne, l'affiliation, tout ce qui est lié à l'achat-revente. Je travaille dessus depuis 5 ans, depuis mes 17 ans. Et voilà, aujourd'hui, je suis basé à Paris dans des bureaux avec une équipe au total d'une dizaine de personnes. Et voilà, c'est brièvement en gros ce que je peux vous dire. Après, je pourrais parler en détail des différents projets que j'ai pu monter dans le passé, où j'en suis aujourd'hui, le futur. Voilà, c'est à peu près tout. Yes, yes. Bah, avec plaisir, on va parler de tout ça après. On aime bien commencer chronologiquement. Et Ouais. est-ce que tu as un souvenir de ton enfance qui t'a marqué et qui est pour la personne que tu es devenue aujourd'hui? Mon enfance, non, parce que je pense que quand on est tous très jeunes, on pense pas forcément à l'argent, à devenir Ouais, entrepreneur, à succès, mais plus à l'adolescence, à mes 16 ans, 17 ans, là où tout a commencé. Ça a commencé par une passion. Avant tout, je pense que on ne pense pas à l'argent et à l'entrepreneuriat. C'est avec l'âge, ça et les études. Moi, à 16 ans, bon, c'était c'était le bac STI 2D, c'était pas ça, quoi. C'était juste de la recherche d'une passion et de quelque chose qui pouvait me motiver dans la vie. C'était ça, en fait. Je suis tombé sur les sneakers, sur un ami à moi qui m'a présenté StockX, bon, donc, qui est la première plateforme d'achat et de revente de paires de baskets et de collections limitées, luxe, voilà, tout ça. Et quand il m'a montré ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, il y a un truc à faire. Je me suis renseigné, j'ai découvert la sortie sneakers, le monde de la sneakers, comment ça fonctionnait, quand c'était en 2018, du coup, 2017, peu avant, 1 ou 2 ans avant le Covid, en fait. Et c'est ça qui m'a marqué, c'est ce premier moment-là, c'est quand mon ami m'a montré StockX, et que c'est comme ça que je m'y suis intéressé, j'ai découvert une vraie passion, pas forcément autour du recel et du coup de l'argent que ça pouvait me rapporter, mais des sneakers, du monde des sneakers qui étaient vraiment fous. Hop, hop, hop. Avant de continuer l'épisode, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. On t'a réservé une petite surprise. ok. Et pour l'anecdote, tu te rappelles la première paire que tu as cop ou que tu as Ouais, acheté du coup? ouais, ouais, en plus, c'est pas n'importe laquelle. J'étais en cours avec toute ma classe, et j'ai fait simple, hein. J'ai pris les téléphones de toute la classe et je les ai inscrits tous au tirage au sort de la Air Max 90 Off-White, en collaboration avec Virgil Abloh à l'époque. C'était une paire que t'achetais 160, 190 et que tu revendais 400, 500. Bon. Et j'avais inscrit tout le monde et il y a un gars de ma classe qui l'a eu. Je lui ai donné un petit billet et voilà, c'était la première paire que j'ai eue. C'est comme ça que ça a commencé. Excellent. Excellent. Et du coup, tu l'as gardé ou tu t'es dit, Non, vas-y, je la revends et... non, non, c'est comme ça que je me suis fait de la trésorerie. Au début, c'était l'argent de ma mère, hein, j'avais zéro. J'ai demandé à ma Ouais, mère, ouais, tu peux me prêter, machin. Elle m'a dit, ouais. Du coup, je la remercie, hein. Et je l'ai revendu plus 300 et quelques. Du coup, c'est comme ça. Et j'ai commencé à me faire un peu d'argent de poche comme ça. Bon, non déclaré à l'époque, on va pas se mentir, c'était pas terrible. Mais il fallait bien commencer comme ça. Et puis, j'ai commencé à faire mon argent comme ça, hein. Et justement, tu nous parlais du lycée. T'étais quel type de personne, toi, au lycée? J'ai pas changé, je pense être toujours la même personne. J'étais pas studieux en tout cas. J'étais celui qui faisait tout le temps des bêtises, celui qui était un peu dans le bavardage, toujours à faire des bêtises et voilà, c'est ça en gros, hein. J'étais pas studieux, j'avais pas des super notes. Bon, il y avait des matières qui me passionnaient pour autant. C'était pas que je voulais pas travailler, c'est au contraire, ça me passionnait pas, donc j'y arrivais pas. Et je cherchais un peu ma voie, ma passion. Mais voilà, c'était ça l'école en fait pour moi. C'était pas, je m'y retrouvais pas trop quoi. J'avais pas de passion à part quelques matières.
Ouais, bien sûr. Et du coup, t'as fait des études supérieures ou non? Tu t'es mis à bosser Bah, directement? alors pour l'histoire, c'est que justement, quand, quand j'ai découvert ma passion autour des baskets, c'était bah, aussi l'achat-revente des baskets. Et j'ai ouvert une communauté en 2018-2019 de revendeurs sneakers. Donc, justement, One Cook Lab, c'est une communauté de centaines de personnes qui se partagent des informations autour de l'achat-revente de collections limitées, notamment les sneakers. Et à ce moment-là, je faisais mon bac, en fait, je passais mon bac STI2D. Et il y a eu le Covid en même temps. Et du coup, bah, comme vous le savez, hein, on s'est tous retrouvés confinés à la maison. On n'a pas pu, je veux dire, étudier. On n'a pas pu commencer, enfin, continuer notre vie tranquillement. Et du coup, bah, tout s'est passé de chez moi. J'ai pu commencer à développer de nouveaux projets. Donc, j'ai rejoint KikiKix à la création. J'ai aidé à la création du projet pendant 3 ans avant que ça s'arrête. Et à côté de ça, bah, je lançais Sneakify et One Cook Lab. Et quand le Covid s'est un peu calmé, bah, j'ai pas repris. Finalement, j'ai eu mon bac et mes projets fonctionnaient très bien et j'y voyais un futur intéressant. Du coup, je me suis arrêté au bac. À ce moment-là, tu avais tout programmé, tu te disais dans ma tête, j'ai un plan, je vais faire à peu près comme ça, ou tu as plus fait au feeling? Bah c'est les deux, hein. C'est les deux au début, trop jeune, donc trop d'erreurs et surtout trop d'incompréhension. Où aller, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que ça va me fonctionner longtemps? Et ça, c'est des questions qu'on se pose, enfin, que je me pose encore aujourd'hui à 21 ans. Mais voilà, 17 ans, 18 ans, à cette époque-là, je ne savais pas trop quoi faire. Euh, Par contre, je savais où je voulais amener mes projets. J'ai toujours, bah, ça, c'est l'objectif de toute façon de n'importe quelle société, je pense, qui ouvre, c'est de devenir un peu le leader, être numéro un, une référence. Donc c'était ça aussi. Et puis en fait, à l'époque, quand j'ai ouvert mes groupes, c'était ultra concurrentiel. C'est-à-dire tout le monde voulait créer son groupe, sa communauté et être le meilleur, celui qui partageait l'information en premier. Voilà, c'était ça, c'était un peu la concurrence. Donc de base, moi, c'était d'être le top 1. Top 1 dans tous les milieux. Et après, avec le temps, bah, on se dit, enfin, je me dis, bon, bah, c'est bien d'être numéro un, mais derrière, comment je vais vivre, quoi? Est-ce que ça va continuer comme ça pendant 20 ans? Je sais pas. Euh, donc, c'est à ce moment-là où je me dis, comment commercialiser, comment faire plus d'argent? Est-ce qu'il y a d'autres business liés à ça? Et voilà, il y a plein de choses qui sont venues à côté de ça. C'était un nouveau business. Enfin voilà, j'ai découvert des mots, hein, business plan, plein de choses liées au business que j'ai pas pu apprendre à l'école parce que je me suis arrêté très tôt, très jeune. Mais je pense du coup, comme j'ai fait de superbes rencontres, j'ai appris énormément. Et voilà, après d'autres business liés, comme je disais, à l'achat-revente, tout ce qui est affiliation, ça a bien fonctionné. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai pu me poser un peu justement sur un business plan plus viable au long terme. C'est intéressant que tu nous as parlé brièvement d'erreurs et tu peux nous en citer par exemple. Ouais, bah ouais, Ça plein. va aider pas mal de personnes, je pense. C'est important, c'est super important. Et ça, c'est ce que je dis d'ailleurs à mes amis, hein, des amis qui commencent à entreprendre à mon âge. Euh, En fait, aujourd'hui, c'est de faire confiance aveuglement aux gens. Et c'est un premier conseil qu'il faut, bah, justement, enfin, le conseil est justement de ne pas faire confiance aveuglement aux gens. J'ai fait confiance à trop de personnes sans vraiment les connaître. C'est bien se renseigner. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien se renseigner avec qui on travaille. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui sont motivés. Au bout d'un mois, ils lâchent le projet. Ou au bout de 2 mois, ils changent de mentalité. C'est voilà. Donc en fait, il faut être vraiment sûr. Et moi, des erreurs que j'ai pu faire, c'est justement avoir travaillé avec en recrutant trop rapidement dans le besoin. J'étais dans le besoin d'avoir un graphiste et je l'ai recruté trop rapidement et ça s'est avéré très compliqué parce que la relation qu'on a eue a mal fini, ça allait au tribunal, tout ça, bref, des histoires un peu, Ouais. voilà, des histoires comme ça. Puis même, non, à côté de ça, c'était voilà, de faire des erreurs. Quand on lance un projet, on se dit, ah, ça va fonctionner comme ça, je veux aller là. Mais justement, bon, bah, je reparle encore du business plan, j'ai que ça à la bouche, mais au final, il faut poser son projet, les bases, savoir où on veut aller. Et, parce que souvent, on va faire trop d'erreurs, on va vouloir investir trop vite.
vouloir mettre de l'argent dans telle chose et oublier les bases, oublier consolider son projet. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai payé pour mon application Sneakify trop de mises à jour inutiles. Je savais pas aussi quel marché j'allais toucher. Je parlais ensuite de l'affiliation. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une mauvaise idée de rendre mon application restreinte. De base, c'était un abonnement à 5 euros par mois. Donc, tout le monde ne pouvait pas accéder à mon application. Et en fait, j'ai vu le plein potentiel de la rendre gratuite. Et grâce à l'affiliation, monétiser l'application. Justement, les gens téléchargent, ils cliquent sur les liens, ils achètent. Hop, je touche une commission de Nike, Adidas. Donc, ça, sur Hyper Limité, ça, c'était super. Enfin, c'est super. Et là, on a pu toucher quasiment plus de 100 000 utilisateurs très rapidement. Donc ça, c'était super, mais c'était des erreurs. Voilà, c'est comme ça en fait. C'est réfléchir avec qui on va travailler et comment on va réussir notre projet. C'est ça en fait. Les erreurs qui m'ont tué, c'était ça. C'était de travailler avec n'importe qui et de pas avoir posé les bases. En fait, c'est ça. Ouais. Yes. Ouais, merci, parce que les gens, ils parlent souvent de leurs réussites, mais pas toujours de leurs erreurs, donc Ah oui, ça va vraiment. en aider plus d'un qui nous entend, je pense. Et quand tu as commencé le groupe, ça t'est venu comment l'idée de faire One Cook Lab? Eh ben, moi j'étais débutant, donc je connaissais rien en fait. Pour ceux qui savent pas, là, ceux qui nous regardent, les paires de baskets. Là, on peut en voir, j'en ai pas mal derrière moi, mais c'est très limité. C'est des collections ultra demandées. Mehdi, là d'ailleurs, il porte un t-shirt Suprême aussi très demandé. Et tout ça, ça a une plus-value. C'est-à-dire, tu l'achètes 50 euros, tu le revends 100, tu achètes une paire de baskets 100, tu la revends 400. Bon, bref, des histoires comme ça. Et du coup, moi, je débutais et j'arrivais pas forcément à avoir toutes les sorties au début quand je commençais. J'ai créé une communauté gratuite, on se partageait les informations. Oui, bon, demain matin, il y a cette sortie. Voilà, le lien d'un tirage au sort. Il se passe ça sur Paris. Enfin voilà, c'était apprendre ensemble. Et du coup, j'ai créé cette communauté One Cook Lab en juillet 2018-2019. Ouais, 2019, pardon. Et, euh, et voilà, de base c'était gratuit, tout le monde se partageait, sauf que on se rendait compte que ça devenait une vraie niche d'or en fait. Tout le monde rejoignait, avait des superbes informations, et on s'est dit il faut limiter. À un moment donné, on stoppe l'accès, Ouais. on le rendait payant. Ça a commencé à 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, et maintenant 25 euros par mois. Voilà. Yes. Excellent. Et tout à l'heure, tu nous as parlé que tu travaillais pour Kikikix, qui Ouais. malheureusement n'est plus ouvert. Tu faisais quoi pour eux? Pareil. En fait, ils voulaient lancer un projet de communauté pour se donner toutes les informations liées à l'actualité sneakers, à l'achat-revente. Et donc, j'ai géré cette partie-là. Et puis, bon, après, c'était de l'aide globale sur le projet, hein. J'étais un petit peu partout dès que je pouvais, mais voilà. En gros, c'était ça. Ok. Parce que je rebondis sur ça, parce que j'ai vu que t'as pas mal sur tes réseaux, donc One Cook Lab, Sneakify, t'as quand même une bonne image de marque. Pour tout ça, tu t'es formé quelque part ou c'est plus ciné, ou t'as appris un peu sur le tas, ou comment ça s'est passé? C'est ça, en fait. J'ai appris sur le tas. Parce qu'au début, en fait, je pense aussi, c'est un peu bête à dire, mais c'est aussi inné parce que, par exemple, les goûts et les couleurs, ça varie d'une personne à une autre. Il y en a un qui va dire, bah ça, j'adore ce design, celui-là, une autre personne va dire, oh, bah, j'aime pas du tout. Mais par contre, il y a une majorité de personnes qui vont aimer un type de contenu plutôt qu'une autre part de la population. Aujourd'hui, par exemple, sur TikTok, c'est les shorts qui fonctionnent très bien. Sur Instagram, c'est un certain code couleur qui fonctionne très bien. C'est rendre, comment dire, tout plus simple. C'est le minimalisme qui fonctionne très bien. Et en fait, au début, ça, on le sait pas forcément quand on débute, quand on lance un business sans expérience. Donc, oui, on tente des choses. On voit que ça fonctionne pas. On voit la concurrence, on voit que ça fonctionne. Et du coup, on s'inspire. Et aujourd'hui, on sait où on veut aller. Je pense avec 2, 3 années d'expérience, enfin, on commence vraiment à comprendre ce qui fonctionne. Mais j'ai appris sur le tas, du coup, totalement. Comme j'ai pas fait d'école, c'est de l'apprentissage grâce aux réseaux sociaux, c'est à la concurrence, et notamment avec ceux qui ont fait des études. Donc, moi, j'avais un graphiste, justement, comme je disais, en alternance. Bon, j'ai pu apprendre des choses, ou même avec les autres de mon équipe. Voilà, en fait, on apprend comme ça, je pense. Faut être passionné, en fait, c'est ça, c'est une passion aussi, c'est vouloir toujours plus, vouloir chercher, vouloir apprendre. Parce que si derrière t'es pas motivé à apprendre, tu vas rester au b.a-ba, quoi. Ouais, t'avais une part d'inné et tu t'es un petit peu formé quand même à côté Ouais, avec ton équipe et c'est un peu ça. partout.
Ouais, totalement. Antoine, t'as peut-être une question, non? Non, mais je voulais rajouter, tu parles de passion justement. C'est important toujours le notifier parce que quand tu te lances dans quelque chose, faut vraiment aimer ce que tu as envie de faire et ce que tu veux faire. Et c'est aussi comme ça que tu peux aller plus loin. Donc, ouais, c'est important de le rappeler. Ouais, totalement. Totalement. Pour le futur, là, actuellement, donc on a un peu parlé de ce que tu faisais, etc. Tu vas enchaîner avec quoi? Est-ce que tu as des projets dans le four ou tu restes focus sur la lignée pour faire grandir justement Sneakify ou One Cook Lab? Ouais, totalement. Bah, ça va dépendre de deux choses. Déjà, moi, je suis sur un marché, comme j'ai dit, euh, concurrentiel, mais en dehors de ça, c'est pas le souci parce que après 5 ans, je sais qui je suis, enfin, ce que représente le projet, si enfin, le classement, est-ce qu'on est numéro un, est-ce qu'on est tout derrière. Là-dessus, je me fais pas de soucis du coup. Mais c'est plus, justement, on dépend de quelqu'un. Bah, c'est des grandes marques, c'est Nike, etc. Si demain Nike décide de sortir des modèles pourris ou de plus sortir de paires, en fait, dans l'idée, c'est ça. Bah, moi, derrière, ça va être très compliqué. Euh, mais faut le rappeler, voilà, au bout de 5 ans, j'ai pu apprendre énormément et me rendre compte que les collections limitées, ça dépend pas que des paires de sneakers, ça peut être des montres, ça peut être des vêtements, ça peut être du luxe, voilà. Et puis même, c'est tout ce qui est des collections, tout ce qui est demandé dans la vie se revend. Hein, des places de concert, enfin, je sors des exemples un peu bêtes, mais tout et n'importe quoi. Donc, je souhaite continuer à développer mes business, mais les rendre, comment dire, autonomes. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'y passe quand même toutes mes journées dessus, mais le but, ce serait quand même, voilà, d'être toujours en contact avec ma communauté, parce que c'est le but, en fait, c'est aussi une passion pour moi, j'adore ce que je fais, et du coup, être en contact avec ma communauté tous les jours, c'est un kiff. Mais le but, c'est de rendre ça autonome et de ne plus y être tous les jours pour me consacrer à d'autres projets. C'est des projets, bah, justement, avec de l'expérience que j'ai pu avoir et les contacts. Ça va pouvoir créer une agence de consulting en business. Ça va être tout ce qui est lié à l'affiliation. J'ai des idées de projets parce qu'en dehors de ça, il n'y a pas que les sneakers qui existent. J'ai deux, trois idées, ouais. Deux, trois idées qui paraissent un peu plus professionnelles. Et qui dépendent de personnes, du coup, qui dépendent uniquement de mon travail. Parce que là, comme je me répète, mais ça va être, je dépends des marques actuellement. Donc, c'est un peu problématique. Et donc, je cherche aussi un produit physique, parce que depuis 5 ans, être derrière un ordinateur, c'est aussi, c'est pas pesant, mais c'est juste que je vois le fruit de mon travail hein, aussi, mais j'aimerais aussi avoir quelque chose entre les mains, être plus en lien avec des gens. C'est ça que je cherche, en fait, c'est créer de nouveaux projets un peu plus utiles aussi pour le monde, en fait. Voilà. Et tu parlais du marché de la sneakers qui est variable. Et c'est quoi ton avis dessus en ce moment? Parce que Ouais, c'est vrai que bon, ça ouais, a pas bah, mal bougé. c'est vrai. Et ouais, je veux bien ton avis sans critique, hein, mais juste Non, me non, non, bien demander. sûr. Bah écoute, ça de toute façon, j'ai eu des avis de tout le monde. J'ai eu des avis de tout le monde, des gens qui vont te dire bah c'est mort, ça sert plus à rien de faire de l'argent, enfin avec les sneakers c'est plus possible. Et puis j'ai des gars avec qui je travaille qui font des dizaines de milliers d'euros avec. Parce qu'aujourd'hui, il y a des techniques qui sont différentes. Encore une fois, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est quand même complexe ce marché. Avant, c'était facile, juste dans l'idée, c'était il y a 5 ans, tu achetais n'importe quelle paire, tout se revendait. Aujourd'hui, c'est une sortie sur 10 qui se revend. En gros, je dis des bêtises, hein. Mais dans l'idée, c'est que c'est beaucoup plus complexe de trouver des paires profitables. Mais aujourd'hui, bah, justement, les marques et Brad, Nike sait que, par exemple, je sors tout le temps Nike, mais il y a Adidas, il y a New Balance, enfin, voilà, il y a plein de marques. Ils bradent leur stock, donc c'est là où ça peut être profitable, c'est de prendre des paires en réduction, c'est les paires tendances, savoir aussi lire le marché. Avant, c'était trop facile. Je pense que les concurrents, ils faisaient aucun travail de recherche. Ils regardaient juste sur StockX, ils voyaient qu'il y avait plus 300 euros. Aujourd'hui, il faut être comment dire, un vrai conseiller. C'est quelqu'un qui arrive à lire le marché aussi. C'est comme le marché boursier, c'est savoir aussi comprendre les tendances, comprendre ce qui va arriver, pourquoi il va avoir une plus-value, etc. Bah là, c'est pareil. C'est que pourquoi cette paire-là elle va augmenter cet été, pourquoi cette paire, pourquoi cette marque et ce modèle-là risque de bien fonctionner, pourquoi il faut l'acheter.
Voilà, c'est ça aussi. Ou savoir vendre, parce qu'avant c'était super facile aussi de vendre. Aujourd'hui, c'est devenu plus niché. Mais moi, aujourd'hui, voilà, ma communauté et moi personnellement, on fait pas mal d'argent. On fait pas mal d'argent parce qu'on a des techniques qui font que, enfin des techniques, comme je disais, sur où savoir vendre, comment vendre, où acheter, quoi acheter, et voilà. Donc c'est comme ça. Bien sûr, ça a marché du coup pour répondre en gros en perpétuelle évolution. Plus de stock chez Nike, plus de stock chez Adidas. Donc derrière, moins d'argent, enfin, comment dire, c'est plus compliqué, c'est devenu plus accessible d'obtenir ses paires. Mais le marché, non, franchement, il y a une étude qui est sortie là d'ailleurs qui dit que Adidas sur les 3 prochaines années, ça va être toujours au top tendance avec les spéciales, les campus, etc. Et là-dessus, bah, je sais que ça va être aussi une très grosse réussite pour nous parce que ça va continuer à bien fonctionner. Ils arrivent à limiter leur stock, comme chez Nike en fait. Le marché va continuer à évoluer. On va toujours voir des nouveaux créateurs. On va toujours voir de super modèles, de super coloris. Et je pense que bah, il est voué toujours à très demander. C'est des paires de chaussures, tout le monde en porte. Des collectionneurs, ça a toujours existé. Ça va durer encore très très longtemps. Ce marché-là, juste, il est voué à être différent. C'est juste ça. Merci en tout cas. Oui. Ouais, je suis à peu près du même avis. Justement, tu l'as notifié, tu travailles justement sur ordinateur. Artificielle, pardon, aujourd'hui, ça prend beaucoup de place. Toi, tu t'en sers au quotidien? Alors, bah, pas vraiment. Pas vraiment. Pourtant, je sais que c'est ultra utile. C'est ultra important pour ce qui est. Enfin, ultra important, pas forcément, mais ultra utile. Parce que ce soit sur la création graphique aussi, pour une création de logo basique, pour de l'aide pour des textes, etc. Moi, je connais des gens justement. Après, moi, mon avis là-dessus, je peux plus donner mon avis que te dire si je l'utilise ou non. Euh, Justement, par exemple, pour écrire des articles, il y a des intelligences artificielles comme ChatGPT qui vont écrire un super article. Mais est-ce que ChatGPT est un expert SEO? Je pense pas. Justement, il y en a qui sont experts là-dedans, des vrais rédacteurs, et là-dessus qui sont beaucoup plus aptes que des intelligences artificielles. Pour moi, c'est un plus, c'est un gain de temps, surtout l'intelligence artificielle, plus qu'un outil qui va remplacer un gars qui a des connaissances. C'est surtout ça, je pense. Ouais, c'est ça, c'est un assistant en quelque sorte, C'est parce que c'est ça. vrai qu'il a pas les sentiments, même il manque un truc, tu vois, et tant mieux pour nous, parce que Ouais, ouais, bah, je pense totalement. pas ils auront du mal, je trouve, à remplacer ce côté un peu avec ouais humain et apporter de la valeur. Parce que là, Ouais, c'est c'est lisse ça. en gros pour moi, c'est ce que je dis souvent. C'est ça. Totalement. Ok, ok. Et qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 16 ans? Voilà, cette question elle est moins valable parce que t'es pas loin non plus, mais qu'est-ce Ouais, que tu te ouais. dirais si tu le voyais devant toi? Bah, franchement, je sais pas. Moi, j'y réfléchis l'autre fois. Je me disais, qu'est-ce que j'aurais fait si s'il n'y avait pas les sneakers? Franchement, c'est une bonne question, hein. C'est une bonne question, mais je pense, en fait, à un moment donné, je pense, que je me serais réveillé, parce que en fait, l'entrepreneuriat en dehors des baskets, c'était une passion. C'est une passion de créer, c'est une passion de pouvoir voir aussi comment son produit va plaire, de la réussite, aller toujours plus loin. C'est une vraie passion. Et du coup, je pense que je me serais dit ça, peut-être de rechercher, commencer à chercher. Même au lycée, je cherchais déjà en fait. C'était de trouver un truc qui pouvait me passionner. Je voyais à l'époque, on voyait beaucoup moins parce que TikTok, etc., c'était pas ça. Mais on voyait beaucoup moins comment dire, en 2024, on trouve les réseaux, tu tombes que sur des gars qui vont dire qui ont des formations à vendre, qui ont des business à t'expliquer. C'est facile aujourd'hui en 2024 de trouver un business. Je pense qu'en 2018, c'était beaucoup plus niché. Enfin, du moins à mon âge, parce que aussi, c'était pas les contenus que je regardais. Euh, je pense qu'il y a un âge à tout. Il y a un âge aussi, à 16 ans, on est trop jeune, on va faire trop de bêtises. 17 ans aussi, mais ça dépend de la mentalité. Moi, je pense que ça vient, mais il faut aussi le provoquer pour savoir si c'est une passion. Donc, j'aurais été avant-gardiste, je me serais donné des conseils, j'aurais dit, fais pas ci, fais pas ça. Sois un peu plus méchant, parce que être trop gentil, ça marche pas dans le business. Hein, on peut pas être trop gentil dans un business, hein. Humainement parlant, c'est bien, mais dans le business, c'est pas possible. Donc, je me serais dit ça. Et puis, peut-être, ouais, tente. Je me serais dit ça, tente des choses, voir si ça réussit ou non, si ça te passionne. Ouais, si ça te passionne avant que ça réussisse. Je pensais ça.
c'est une passion avant tout. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, que tu as une équipe de 10 personnes. Moi, je travaille que de chez moi, pareil. Et je Ouais. me demandais comment tu gérais, du coup, vous avez des bureaux. Ouais. Toi, tu es là, comment ça se passe? Tu viens tous les jours, ou tu fais tout ça par ordi, tu leur dis, j'aimerais que telle chose soit fait ou autre. Comment ça se passe, du coup? Bah, c'est ça en fait, c'était très compliqué, tu vois? Parce que moi j'ai eu mes bureaux que récemment, là ça fait 3 mois, et sur les 4 dernières années, c'était dans ma chambre, là ce qu'on voit, le fond de décor. Je travaille depuis chez moi. Donc à distanciel, gérer une équipe, c'est très compliqué parce ils ont tous un emploi du temps différent. Que ça soit des freelances, que ça soit des alternants, des stagiaires, ou bah, justement des freelances, c'est des gens qui ont tous un emploi du temps quand même bien différent. Et c'était très, très difficile à joindre. Il y en a un, tu le vois pas, donc forcément il peut avoir une baisse de motivation. Tu vas l'apprendre une semaine plus tard finalement, parce que tu te rends compte, parce que tu étais sur un autre projet. Alors que quand tu te retrouves avec tout le monde dans la même salle, il y a une ambiance différente de travail, c'est plus motivant. Et garder une équipe motivée à distance, c'est très dur parce qu'il faut garder un contact tous les jours avec eux, courir après eux finalement tout le temps. C'est pour ça que je dis en fait de bien choisir avec qui on travaille. Au niveau de la mentalité, on est tous différents, donc c'est très dur. Mais du coup, ouais, maintenant, aujourd'hui, on est dans des bureaux à Paris, 11e, et voilà, on travaille surtout à distanciel avec les autres, parce qu'on n'a pas pu mettre tout le monde, parce qu'évidemment, les relations que je me suis faites, c'est des gens de Bordeaux, de Toulouse, du sud, du nord, bref, de partout, hein, donc on peut pas tous les ramener à Paris. Mais ouais, il y a beaucoup de travail à distanciel. Mais juste maintenant, l'organisation est plus simple aussi. Plus simple aussi parce qu'on a des bureaux. Et on arrive aussi à mieux se coordonner et avoir créé une équipe solide et un rythme de travail récurrent à distanciel, quoi. Yes. Et même pour développer peut-être des projets plus sérieux avec des partenaires, c'est toujours mieux d'avoir des bureaux, je suppose, pour Ouais, les recevoir. bah ouais, totalement. Ouais, totalement. Parce qu'à distanciel, tu vois pas le côté humain, tu vois pas le sourire, il n'y a pas l'intonation de voix, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je pense que recevoir des gens aussi, c'est super pour ça d'avoir des bureaux dans Paris. Yes. Et est-ce que tu aurais une personne qui t'a inspiré dans ta vie que tu voudrais ouais, dédicacer quoi, ou dire simplement? Bah, je sais pas, non, franchement, ça va être trop, comment dire, euh, ouais, il y a toujours eu des gens, et je pense que ça, quand j'étais jeune, non, pas spécialement. Bon, après, c'est bête aussi, mais c'est l'éducation parentale aussi. Mes parents qui ont toujours voulu m'instruire sur ce côté un petit peu d'aller toujours plus loin. Ok, c'est un échec, bah, c'est pas grave, recommence. C'était ça aussi. Donc, ouais, on peut les citer aussi, mes parents, mais surtout niveau business, ça va être des grandes personnes, hein. C'est des personnes qui baissent pas les bras, qui avaient rien, et qui ont commencé à créer un réel empire. Et puis, même en dehors de ça, on cite toujours les plus grands, mais il faut citer aussi les petits commerçants, les petits entrepreneurs qui essayent aussi de se débrouiller parce qu'on entend souvent les grands noms, Jeff Bezos, tout ça. Donc, ça va bien 2 minutes. Mais aujourd'hui, il y a des plus petits entrepreneurs et c'est bête, mais il y a des Français qui ont créé. J'ai oublié, comment il s'appelle? C'est l'archevêque, je crois, par exemple. Lui, il avait créé enfin, c'est pas un petit, mais je veux dire, on l'entend beaucoup moins. Et lui, bah oui, quand j'ai lu son bouquin, d'ailleurs, qui est super, son autobiographie, où il explique justement bah, qu'il a commencé à créer son petit projet, ou même à mon âge. Et c'était super motivant de se rendre compte que bah, des personnes, en fait, même quand on n'est pas favorisé, c'est-à-dire à ne pas avoir des milliers d'euros dès qu'on est jeune, on peut réussir. C'est pas forcément, même si on n'est pas issu d'une famille riche, avec peu, on peut réussir avec la volonté. Et il y en a plein qui l'ont prouvé justement. Et ça, c'est super. C'est eux qui sont vraiment motivants. C'est ceux qui ont commencé avec rien et qui aujourd'hui ont des empires de malades. Ouais, on est bien d'accord. On va parler un petit peu de tes passions. Donc, mis à part les sneakers, t'as d'autres passions en dehors? Ouais, ouais, bah ouais, totalement. Ça va être le sport, ça va être l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est bête, c'est une passion. C'est une passion de créer. Parce que l'entrepreneuriat, c'est qu'un mot, mais finalement, on y retrouve la création, l'imagination, et tout ça, c'est super. Moi, c'est devenu une passion d'apprendre, en fait. Toujours vouloir apprendre des nouvelles choses. Et puis après, c'est cliché, mais ouais, comme je disais, c'est vouloir voyager, vouloir découvrir des choses. Encore une fois, ça va être lié à la découverte, à la création.
Et le sport, moi j'adore ça. Donc ça va être le foot un peu, mais ça va être ça, c'est mes passions principales. C'est les plus grandes au quotidien, quoi. Et Au comment ça t'est quotidien. venu de comment ça t'est venu de t'intéresser à l'entrepreneuriat? Grâce au réseau un petit peu Ouais, ouais, ou rien ouais. à voir? Ouais. Ouais, ouais. Après, je pense que je suis pas matrixé par ça. C'est pas les réseaux qui m'ont forcé, qui m'ont mis dedans. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y en a plein qui veulent se mettre dans le business, qui ont été trop, comment dire, matrixés par les gros vendeurs de formation, tout ça, et ceux qui montent de l'argent en ligne. Bien sûr, ça donne envie, ça rend fou pour certaines personnes. Et du coup, bah non, moi, c'est pas ça, c'est pas forcément les réseaux, ça va être plus ma propre, euh, ma propre réussite, mes propres projets qui m'ont motivé en fait à vouloir aller plus loin. Et je pense que ça va être à l'époque de KikiKix, parce que eux, ils avaient déjà créé énormément de sociétés, de projets. Ils avaient une mentalité déjà entrepreneuriale qui était folle. Et donc ça m'avait bien motivé. Ils étaient tous jeunes, ils cherchaient toujours à aller plus loin. Et puis même, c'était la rencontre, c'était le relationnel. C'était de rencontrer aussi des célébrités, des influenceurs. Et ces gens-là, ils avaient tous aussi créé quelque chose, ils avaient tous quelque chose de spécial. Et ça m'a motivé justement à me dire, ben, moi aussi j'ai envie d'avoir un projet qui soit très convoité et qui soit utile pour les gens en fait. Avant tout, c'était ça, c'était l'entrepreneuriat. Je pense que c'est un, c'est un terme qu'on utilise, mais avant tout, je pense que n'importe quel entrepreneur veut apporter quelque chose. Il veut pas forcément de l'argent, il veut apporter quelque chose. Euh, Ça va être un projet utile, ça va être un complément, ça va être. Ouais, c'est ça, je pense, c'est vouloir créer d'abord quelque chose et être fier de ça. Je pense que c'est ça qui m'a motivé avant tout. Ouais, c'est bien que tu le rappelles parce que au final, je trouve que c'est un bon moteur, tu vois, Mm. de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir avec cette idée, ce projet. Donc, ouais, je te rejoins complètement. Aujourd'hui, c'est quoi ta routine concrètement? Ouais, bah, c'est super comme question parce que tu vois, avant les bureaux, c'était un peu n'importe quoi, hein. Je pouvais me coucher à 3 4 heures du matin, j'étais pas sérieux, tu vois, et me lever à 10 11 heures. Ok, ouais. C'était pas très pro. Et depuis franchement 2 ans et avec les bureaux surtout, bah là bon, ça reste quand même cool, hein. Tu vois, le réveil il est à 8 heures, ça reste cool. Les journées, bah, du coup, elles commencent dès 8 heures et puis elles se finissent tard jusqu'à 1 heure, 2 heures, je me couche, hein, mais c'est le week-end où je rattrape un peu, c'est pour se reposer, parce que moi j'ai besoin d'énormément de sommeil, ça va être des nuits des fois 9 10 heures. Euh, ouais, c'est ça, mes journées, c'est du réveil à 8 heures, je vais au bureau, j'y suis à 9h30 10 heures. Et les journées commencent au bureau jusqu'à 13 heures, ça travaille. On fait le planning de la journée, d'abord dans le train, parce qu'on a le temps, avec les transports, on a les métros, tout ça, on a le temps de réfléchir au planning de la journée, on répond aux messages de la nuit, on planifie un peu le tout, on voit s'il n'y a pas de l'actualité aussi sur les réseaux, on regarde un peu tout. C'est de la veille concurrentielle aussi, c'est de regarder ce qui se passe à côté, c'est de la veille médiatique. Et puis arrivé au bureau, ça va être justement toutes les tâches en fait à faire. Et jusqu'à 13 heures 14 heures, ensuite ça, on mange. Et jusqu'en fin de journée, 18 19 enfin jusqu'à 19 20 heures, on quitte les bureaux et puis on rentre. J'arrive chez moi à 22 heures parce que je suis à 1 heure de Paris. Et puis voilà, hein, après jusqu'à 1 heure du matin, j'ai le temps de manger, de me doucher. Encore une fois, de regarder un peu les réseaux, d'être un peu sur un peu toutes les conneries, hein. YouTube, TikTok, j'ai du mal à m'en détacher, j'ai envie de dire, mais ça serait mieux si je m'en détachais. Mais ça reste quand même, voilà, je reste tout le temps connecté. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment où je me dis, je prends ma soirée, je vais être tranquille. S'il y a une notification, s'il y a un appel, je réponds. S'il y a un message important, s'il y a une sortie importante, s'il y a une nouveauté, bref, voilà, je suis toujours à l'affût. Je pense que je suis connecté 24 heures sur 24, en fait. Jamais je suis déconnecté, même en vacances, j'ai du mal à mettre mon téléphone sur le côté, quoi. Donc, c'est ça, en fait, mes journées, c'est ça, ouais. Ok, ouais. Et tu nous parlais justement de tes bureaux à Paris. Nous, on a pas mal interviewé de Français qui sont souvent expatriés. Toi, Ouais, qu'est-ce qui fait que tu restes qu'est-ce qui fait que tu restes à Paris aujourd'hui? ouais, ça c'est un sujet aussi. Ouais, je pense que j'en ai beaucoup, j'y ai beaucoup réfléchi. De se dire ouais, pourquoi pas l'étranger? On voit Luxembourg, on voit Dubaï, on le voit tout le temps ça. On voit pas d'impôts, on voit des trucs, voilà, des pays spécial entrepreneurs, alors qu'en France on est taxé, Ouais. etc.
Après, faut pas l'oublier, mais la France a de nombreux avantages. Puis, bah, c'est aussi, il faut aimer la France, c'est aimer son pays. Et moi, avant tout, je l'aime. Il y a ma famille, il y a mes amis, il y a la culture française que quand tu pars à l'étranger, tu la retrouves pas. Bien sûr. Euh, et puis, c'est malheureux à dire, mais c'est aussi faire confiance à son pays et se dire, bah, ça va aller mieux il va y avoir des progrès un peu partout, et notamment pour les entrepreneurs. Mais ouais, je pensais ça, c'est aussi une habitude. Faut le faire aussi, sortir de son pays pour lancer son business ailleurs. Bien sûr, c'est compliqué, mais moi, Yes, ouais. ça me dérange pas Et de si payer tu devais des changer impôts quelque en France, chose, hein. une chose Franchement, sur ça me Paris, dérange pas. ça serait quoi? Après, c'est un autre sujet, ça, bien sûr, mais Ouais. Ouais, par rapport à ton bah, ma quotidien, motivation, ça reste ce que ça, tu peux c'est d'être rencontrer, ce qui pourrait te en, déranger. en contact avec ma famille, c'est le pays, et puis c'est ça aussi, c'est la culture française, ouais, c'est ça. J'allais dire Après, les bien sûr, les transports, impôts mais ouais. sont, Ouais. les taux d'imposition sont très, très gros, hein, mais quand on a un bon business viable, c'est pas grave, hein. Il y a trop de gens, donc c'est les transports. Après, y a pas... Paris, moi, je suis fan, hein. Je suis amoureux de Paris, donc j'ai rien à dire en soi. Ouais, carrément. Alors, en tout cas, merci pour cet échange. Euh, Est-ce que tu as une personne que tu pourrais nous recommander justement pour les prochains épisodes? Ouais, bah, ouais, totalement. Peut-être que lui, je sais pas s'il va accepter. Bah, j'ai un ami à moi qui a mon âge, 21 ans, et Ok. c'est une plus grosse réussite que moi. D'ailleurs, bah, félicitations à lui. Il s'appelle Elliot Castillon. Et donc voilà, je sais pas si vous allez le contacter, mais il est le premier en France à avoir lancé une entreprise de néons. Donc il customise des néons, il fait des néons à votre effigie, et puis il a lancé plein de business. Franchement, plein de business. Il est ultra polyvalent et c'est un super entrepreneur là-dessus. Il a mon âge et il est beaucoup plus pro. Franchement, il est top. Il est top. Donc là-dessus, je vous recommande vivement d'aller le contacter et je vais lui en parler. Yes, bah merci à toi en tout cas. Comment les auditeurs peuvent te suivre du coup, Ouais. principalement? Et ben, sur mon Instagram perso, je sais pas si je le dis ou je vous le donnerai, mais Ouais, de tous les cas, tu pourras le trouver justement ouais. dans le lien de la description. Ouais, ou sinon bah, sur Sneakify, One Cook Lab et mes autres projets annexes, hein. Je les ai pas cités, mais voilà, j'ai des projets qui voient le jour. Smile, Scale et Vinify, voilà, au total 5 projets que je détiens. Et voilà, ils sont tous liés à l'achat-revente, au marketing et à l'affiliation. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un mot de fin pour justement une personne de n'importe quel âge mais qui voudrait commencer dans le business avec n'importe quelle passion? Et ben, ça, c'est quelque chose justement que je voulais mettre en place. C'était de vouloir aider ceux qui commencent leur business. Justement, j'en avais parlé rapidement avec une agence de conseil. Mais le conseil à donner, peu importe l'âge, ça a été déjà de forger sa mentalité. Parce que, avant tout, moi, j'ai des amis de tout âge. J'en ai un, voilà, ça fait 4 ans, je lui cours après pour lui dire lance dans ton business, lance-toi un business, il changera pas, il voudra pas. Ou il y en a d'autres qui ont faim de vouloir créer. Et je pense que ça dépend de tout le monde. Ça dépend enfin, c'est des cas atypiques en fait, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, celui qui a vraiment faim et qui veut vraiment créer son business, le meilleur conseil, c'est de tenter. C'est de tenter, ne pas avoir peur, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent ah, j'ai pas beaucoup de temps, ah, je vois pas l'intérêt. Et au final, bah, le temps, on l'a, hein. Le temps passé sur les réseaux sociaux, sur TikTok, à rien faire, c'est bête, mais voilà, on a le temps de créer des projets, de tenter. Et au pire, si ça marche pas, bah, on aura tenté. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas rapporté de l'argent, j'ai perdu quelques euros. Mais au moins, j'ai appris. J'ai appris, je suis prêt à de nouveaux projets. Mais c'est surtout, voilà, c'est ça, c'est tenter et apprendre. Apprendre et se faire des relations. C'est rentrer dans des communautés, apprendre sur Internet. Et tout est gratuit sur Internet. Pas besoin de payer des formations à des milliers d'euros, on peut tout apprendre gratuitement. Donc là-dessus, c'est avant tout se connaître soi-même, être sûr de ce qu'on est capable de faire, est-ce qu'on est créatif, est-ce qu'on est entrepreneur, et quoi apprendre, qu'est-ce que je vais apprendre, comment je vais commencer, c'est ça. En gros, Super, c'est ça. super, le Ok, message est passé. merci. Pour toi qui nous regarde justement, j'espère que tu as bien entendu. Tente, lance-toi et vois ce que ça donne. Totalement. Merci aux nouveaux abonnés. Si tu nous regardes et que t'es pas abonné, abonne-toi, commente, like. Et merci à toi Léo pour cet Pas échange, de souci. c'était Merci. super. Bah ouais, merci les gars. À bientôt. À bientôt, merci.